Monsieur Philippe Delorme, vous êtes un historien renommé. Vous étiez présent lors des journées de Chantilly, du roi Siméon et de la reine Margarita. Vous leur aviez consacré un article dans Point de vue. Est-ce que vous pourriez nous parler de la situation de l'Europe en 1914? Il faut savoir d'abord qu'en 1914, il n'y a que 4 républiques en Europe. Donc la France, la Suisse, le Portugal qui vient de chasser son dernier roi Manuel II en 1910 et la petite république de Saint-Marin en Italie. Tout le reste du continent est gouverné par des monarques. Si on veut faire un tableau donc de cette Europe en 1914, d'abord il y a 3 grands empires qui se partagent le centre et l'est du continent. D'abord l'Empire allemand, 65 millions d'habitants. Il a été fondé en 1871 à la suite de la défaite française donc de Sedan. Cet empire allemand regroupe un certain nombre de royaumes, de grands-duchés, de duchés, de principautés, mais il est gouverné par un seul empereur, donc qui est Guillaume II, qui est également roi de Prusse. À côté de cet empire allemand, il y a l'empire austro-hongrois. L'empire austro-hongrois, donc, qui est un peu plus petit, il y a à peu près 53 millions d'habitants, il s'étend sur tout le centre de l'Europe et il est gouverné par un très vieux monarque, puisqu'il règne depuis 1848, qui est François-Joseph. Et puis il y a troisième empire, qui est l'empire russe, le très grand empire russe, qui s'étend de la Pologne jusqu'aux confins de l'Asie, jusqu'aux rives de l'océan Pacifique, depuis le cercle arctique jusqu'aux steppes d'Asie centrale, et qui lui a 180 millions d'habitants, donc c'est vraiment un mastodonte, et qui a pour empereur donc le tsar Nicolas II. Donc ça, c'est les 3 grands empires qui, je dirais, se partagent l'essentiel du continent lui-même. À côté de ça, aux marges de ce continent, il y a 2 autres empires, en quelque sorte. Il y a le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande, qui est non seulement un royaume, mais aussi un empire colonial gigantesque, puisque un quart de la population mondiale dépend de cet empire, et donc dépend du roi George V, qui est le roi en 1914, le roi d'Angleterre en 1914. Et puis il y a l'empire ottoman, qu'on a appelé l'homme malade de l'Europe, parce qu'il a pratiquement été chassé de ses possessions européennes, et donc qui est tout à fait, je dirais, déclinant à ce moment-là. À côté de ces 5 empires, il y a toute une mosaïque de royaumes, de principautés, de grands-duchés, donc qui, je dirais, parsèment l'Europe depuis donc les royaumes scandinaves, l'actuel Benelux, l'Espagne, l'Italie et bien sûr les royaumes balkaniques. Et pourriez-vous nous dire un mot sur le destin des monarchies européennes après la guerre de 1914? La Première Guerre mondiale va bouleverser complètement le paysage, je dirais, européen. D'abord parce que ces empereurs et ces rois et ces princes qui étaient tous cousins finalement, hein, mis à part le sultan de Turquie, ils avaient tous une parenté assez proche. Beaucoup vont perdre leur trône, en particulier les empereurs de ce qu'on appelait les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, qui sont les grands perdants de cette guerre, vont bien sûr être obligés de quitter leur trône, vont être chassés par des révolutions. Donc aussi bien Guillaume II que l'empereur Charles Ier, qui a remplacé son grand-oncle François-Joseph en 1916 sur le trône d'Autriche-Hongrie, sont obligés de partir en exil. L'empereur de Russie, le tsar Nicolas II, ne fait pas vraiment partie des vaincus, mais on sait qu'il y a eu une révolution terrible en 1917 qui a renversé la monarchie. Nicolas II et sa famille sont prisonniers et vont être assassinés dans quelques mois à la fin de 1918 à Ekaterinbourg, donc dans l'Oural. Donc ça, c'est, je dirais, les grands perdants. Ces 3 grands empires disparaissent, sont atomisés en une poussière de plus petits États, en particulier l'Autriche-Hongrie, et puis même la Russie qui va perdre les 3 États baltes, qui va perdre la Pologne qu'elle contrôlait depuis déjà plus d'un siècle, et puis aussi la Finlande. Donc tout cela va redessiner terriblement la carte de l'Europe. Pour les autres rois, les choses sont différentes. Ils vont conserver pour la plupart leur trône. Alors d'abord, il y a le roi d'Angleterre qui fait partie, lui, des grands vainqueurs et qui a réussi, je dirais, à conforter sa popularité, d'autant plus qu'il a changé de nom. Entre-temps, il était Saxe-Cobourg-Gotha, hein, c'était une famille d'origine allemande et ça ne faisait pas très
très correctement, politiquement correct, je dirais, d'avoir un nom allemand pendant la guerre de 1914. Donc ils deviennent les Windsor et donc ils s'acclimatent définitivement à l'Angleterre. D'autres rois, je dirais, sont passés à travers la guerre, ont été neutres ou n'ont pas pris une part très active à la guerre. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas des monarchies scandinaves, de la Hollande qui est resté neutre. Le roi des Belges a réussi, lui, au contraire, à se placer dans le camp des vainqueurs après avoir été un roi chevalier extrêmement valeureux pendant cette guerre. Donc tous ces rois vont conserver leur trône et vont au contraire le conforter. Pour ce qui est des Balkans, les choses sont un petit peu plus complexes, toujours comme c'est le cas dans les Balkans en général. La Serbie d'abord, qui fait partie du camp des vainqueurs, elle s'en sort très bien puisque le roi de Serbie va devenir le roi d'une Yougoslavie, enfin on ne dit pas encore Yougoslavie, mais le mot va apparaître plus tard. Le roi Pierre Ier va devenir donc le roi de l'ensemble des Slaves du Sud, au détriment d'ailleurs de son malheureux confrère Nicolas Ier de Monténégro, qui, bien que vainqueur, va être chassé de son trône. En Grèce, finalement, à la faveur de plusieurs révolutions, le roi Constantin Ier va quand même réussir à rester sur son trône. En Roumanie, le roi Ferdinand Ier, qui fait partie aussi des vainqueurs, se retrouve à la tête d'une grande Roumanie qui a des frontières bien plus larges qu'avant la guerre, puisqu'elle récupère toute une partie de l'ancien royaume de Hongrie, la Transylvanie. Et puis finalement la Bulgarie, donc la Bulgarie qui nous intéresse plus particulièrement, a, je dirais, fait le mauvais choix pendant la guerre, puisque le roi Ferdinand Ier, qui avait été le fondateur, qui avait été d'abord prince de Bulgarie, ensuite roi à partir de 1908, va se placer dans le camp des puissances centrales, dans le camp de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que d'abord il avait été assez déçu du résultat des guerres balkaniques qui avaient précédé immédiatement la Première Guerre mondiale. Il n'avait pas tiré de ces guerres balkaniques tous les avantages territoriaux qu'il espérait, et donc un peu par rancœur, il se place dans le camp de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et donc il va devoir abdiquer en 1918, se retirer du trône au profit de son fils Boris III et s'exiler, enfin en tout cas retourner dans l'Allemagne de ses ancêtres, où il va vivre au château de Cobourg, où il mourra d'ailleurs en 1948, donc très tardivement, après avoir vu tout s'écrouler autour de lui, comme il le dit, puisqu'il verra à la fois son fils Boris III mourir dans des conditions étranges en 1943, son deuxième fils Kirill être assassiné par les communistes, et son petit-fils Siméon devoir quitter son trône lorsque, je dirais, Staline imposera un régime communiste donc à la Bulgarie. Donc triste destin pour ce roi Ferdinand, voilà, qui est, je dirais, un des grands perdants, une des grandes victimes de cette Première Guerre mondiale.